Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états. Et oui, cette émission qui met au cœur du débat l'Afrique et surtout qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Comme chaque semaine, vous le savez, nous sillonnons les réseaux sociaux, Internet, afin d'aller dénicher les sujets qui vous ont fait parler. Alors, 3 sujets ont été retenus. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Alors, premier sujet, visite du Premier ministre Ousmane Sonko au Burkina Faso. Un rapprochement assumé Sénégal-AES. On continue avec Patrick Hachi, président du Congrès RHDP. Peut-on parler d'une désignation masquée de Alassane Ouattara? Et enfin, on finit avec l'ONU qui exige du Mali l'abrogation de la loi sur la dissolution des partis. Droit ou ingérence? Mesdames et messieurs, voilà les 3 sujets que nous allons traiter ici même avec notre invité du jour. Bienvenue à vous, Stéphane Dos Santos. Vous êtes fondateur et coprésident du média l'African Global Press. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci beaucoup Aïssatou et puis bonjour à Baba et au professeur que je suis content de revoir. On continue avec vous, Babadem, vous êtes journaliste, bienvenue à vous. Oui, bonjour Aïssatou, bonjour aux co-panélistes et moi je ferai 2 focus, Ousmane Sonko au Burkina Faso et l'ONU qui exige l'abrogation. Exactement, voilà. Comme on l'a dit plus tôt, et on continue avec vous, docteur Mamadou Camara, vous êtes économiste et maître de conférences, alors quels sont les sujets traités, on a dit? Bonjour Aïssa, bonjour Baba, bonjour Monsieur Dos Santos. Ravi de se retrouver ensemble pour discuter de l'actualité africaine. Donc ma chronique va porter aujourd'hui sur justement la désignation de Patrick Hachi comme président du futur congrès tant attendu de RHDP. Exactement, qui aura lieu les 21 et 22 juin prochains. Donc ça arrive rapidement, mesdames et messieurs. On commence cette émission avec le premier sujet, destination le Burkina Faso, où Ousmane Sonko s'est rendu Premier ministre du Sénégal. On regarde une vidéo et puis on revient. Ousmane Sonko critique et sans embâche contre la CEDEAO lors de cet entretien accordé à la RTB, à la télévision burkinabé. Le Premier ministre sénégalais estime que les sanctions que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait prises contre les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger expliquent entre autres le retrait de ces 3 États de la CEDEAO. Le Premier ministre sénégalais a rencontré Ibrahim Traoré, le président burkinabé, à qui il a signifié que le Sénégal n'excluait aucune forme de soutien pour aider le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Selon Mamadou Aliou Diallo, professeur spécialiste en relations internationales, on assiste ici à un rapprochement idéologique entre le Sénégal et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Les idées qui sont défendues par Assimi Goïta, les idées qui sont défendues par Ibrahim Traoré, les idées qui sont défendues par Chani par rapport à la souveraineté, par rapport au patriotisme, ce sont ces mêmes idées que défend Sonko. Des critiques ont été formulées par l'opposition sénégalaise suite à cette visite d'Ousmane Sonko au Burkina Faso. De retour sur le plateau, Babadem, on vous écoute. Oui, alors la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au Burkina Faso, c'était les 16 et 17 mai 2025 qui marque un tournant diplomatique en Afrique de l'Ouest. Alors 3 éléments clés à retenir. Le premier, un message de soutien et une ouverture à la coopération sécuritaire. Ousmane Sonko a affirmé le soutien absolu du Sénégal au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, soulignant que Dakar n'excluait aucune forme de collaboration avec les pays du Sahel. Il a insisté sur la nécessité d'une réponse régionale coordonnée face à la menace djihadiste. Deuxième point, une critique assumée de la CEDEAO. Alors Sonko a profité de sa visite pour critiquer la CEDEAO, dénonçant les erreurs de l'organisation, notamment sa politique de sanctions contre les pays de l'AES. Il a jugé l'embargo contre le Mali inacceptable et a pointé du doigt les 2 poids 2 mesures de la CEDEAO qui reste silencieuse face aux manipulations constitutionnelles mais réagit fermement contre les coups d'État. Enfin, c'est un symbole fort de solidarité panafricaine et le rapprochement en perspective. Donc la participation de Sonko à l'inauguration du mausolée Thomas Sankara incarne la volonté du Sénégal de renforcer les liens historiques et culturels avec le Burkina Faso et les membres de l'AES. Si un rapprochement entre le Sénégal et l'AES semble amorcé, il dépendra de la capacité à concilier solidarité régionale dans un contexte de tension avec la CEDEAO. Donc on peut dire en résumé que la visite Sonko au Burkina traduit une volonté de repositionner le Sénégal sur l'échiquier régional en affichant à la fois solidarité avec l'AES et distance critique vis-à-vis de la CEDEAO.
Merci beaucoup Babadem. Effectivement, donc très bonne question de fin, à savoir, selon vous, je vous pose la question à vous Stéphane Dos Santos, est-ce que ce voyage, est-ce que cette rencontre, est-ce que l'arrivée de Monsieur Sonko donc, au Burkina Faso est un simple geste diplomatique ou au contraire, il est là pour une sorte de virage géopolitique du Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a Macky Sall, mais il y a l'après-Macky Sall avec un repositionnement sur le continent africain? Bien évidemment, au-delà de la symbolique diplomatique, il y a ce rapprochement vraiment avec les pays de l'AES qui est vraiment assumé. Mais il n'y a rien d'étonnant, parce qu'il faut savoir que Ousmane Sonko, même avant qu'il ne soit président, il avait dans son discours, j'ai envie de vous dire, des tendances qui épousent pas mal celles de l'AES en termes de souveraineté africaine, en termes de coopération avec vraiment tous les pays de la sous-région. Donc oui, pour moi, ça marque un tournant et ça vient, pour moi, matérialiser le fait qu'il y a un après Macky Sall aujourd'hui au Sénégal. Il a beaucoup rappelé lors de son discours, lors de son entretien donc sur la RTB, comme quoi ça ne date pas d'aujourd'hui, son positionnement concernant les pays de l'AES, concernant son soutien même aux pays de l'AES, il le disait même en prison, même avant même qu'il aille en prison, il soutenait donc les actions des pays de l'AES. Qu'est-ce que vous retenez, Monsieur Camara? Oui, Aïcha, donc je pense que non seulement cette visite est la bienvenue, mais en plus cet entretien a été l'occasion pour Sonko de un petit peu restituer les choses, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentes d'une partie de la jeunesse et même des peuples de l'AES vis-à-vis de ce nouveau pouvoir au Sénégal. Et donc les gens ont peut-être pensé qu'ils allaient peut-être aller plus eux-mêmes vers une rupture avec la CEDEAO. Et donc les gens n'ont pas tellement compris pourquoi ils sont quand même restés dans la CEDEAO, malgré donc tous les griefs qu'ils avaient contre cette institution régionale. Donc c'est aussi une façon pour lui de montrer, comme il a dit, on en discutera, que le panafricanisme, ce n'est pas simplement la posture, ce n'est pas simplement des discours, mais c'est le fait de poser des actes. Et qu'il est plutôt dans cette perspective de conciliation, comme on l'a vu tout récemment avec le président du Ghana qui s'est rendu aussi au Mali pour essayer un petit peu de recoller les morceaux entre les pays. Bien sûr, beaucoup d'attentes de la part des peuples africains et beaucoup de critiques, et il a voulu clarifier un petit peu la situation, notamment lorsque M. Diomaye Faye a été nommé médiateur plutôt de la CEDEAO concernant les pays de l'AES. Donc il a voulu expliquer pourquoi ce choix, à savoir parce qu'eux n'ont pas participé donc, à tout ce qui était sanctions contre ces pays de l'AES. Et il a voulu réaffirmer que oui, la CEDEAO a fait des erreurs, mais néanmoins, on veut un continent, on veut une Afrique de l'Ouest qui unit. Et donc, pour lui, l'unité passe par la CEDEAO, il semble. Oui, il parle même au-delà de ça de l'intégration africaine. Donc, au-delà, il y a la CEDEAO, effectivement, mais il est cohérent dans la continuité. En fait, quand on avait fait le bilan des 1 an de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, j'avais dit ici que j'étais sur les 1 an, j'étais déçu parce que je m'attendais sur la partie leadership africain, qu'ils n'avaient pas affirmé ce leadership africain qu'on sentait venir. Et là, il a profité effectivement de ce voyage pour le mettre. Juste une petite parenthèse, il faut dire que Ousmane Sonko, si vous regardez les images du temps de l'opposition, il a toujours mis une photo de Thomas Sankara derrière lui. Donc, il a profité effectivement de l'inauguration de ce mausolée pour affirmer son attachement à Thomas Sankara, qui est une de ses références. Donc il a toujours mis ça. Mais là, c'est vraiment positionné, ironie du sort aussi, au moment où il est allé au Burkina Faso, 2 jours plus tôt, il y avait le président sénégalais en Côte d'Ivoire. Donc ça, quelque part, ça permet d'équilibrer et de montrer que le Sénégal ne prend ni position l'un ou l'autre, mais qu'ils ont leur propre diplomatie. Exactement, et on insiste dessus, donc le rôle d'intermédiaire qu'essaie de jouer le Sénégal entre les pays de l'AES et la CEDEAO. En tout cas, le Premier ministre a vraiment insisté sur l'importance de rester unis, de rester au sein de la CEDEAO, et que éventuellement, si les pays de l'AES ne décidaient pas de revenir au sein de la CEDEAO, ils pouvaient constituer un bloc, mais néanmoins continuer à travailler ensemble. Est-ce que vous considérez cela possible? C'est-à-dire que beaucoup disent que le grand écart, c'est un peu compliqué, et finalement, être un peu à droite, être un peu à gauche, finalement, on ne sait pas où vous êtes.
Non, pour moi, l'unité, malgré la divergence d'un point de vue idéologique, pour moi, c'est la clé du succès pour un continent, au-delà des appartenances aux sous-régions ou autres. Moi, je vais vous prendre un exemple. Là, dernièrement, il y a eu l'Union européenne et le Royaume-Uni qui se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps pour essayer de renouer les liens. Et pourtant, on sait qu'il y a le Brexit qui a eu lieu il y a quelques années. Donc, pourquoi les pays de l'AES et la CEDEAO devraient vivre chacun dans leur couloir? Non, moi je pense que c'est possible, il faut juste mettre du bon sens et de la maturité dans l'affaire et les choses vont bien se passer. Moi j'applaudis le fait qu'Ousmane Sonko, il a surtout appuyé là-dessus en disant qu'il souhaiterait qu'il y ait encore plus de collaboration dans tous les secteurs des politiques publiques entre le Sénégal et le Burkina Faso. Et je pense que ce qui pourrait faire que cette alliance soit un succès, c'est le fait que les deux chefs d'État, donc le capitaine Ibrahim Traoré et le chef du gouvernement sénégalais, M. Ousmane Sonko, aient, j'ai envie de vous dire, la même manière de voir les choses. Et je pense que ça va optimiser. Est-ce que cela ne peut pas créer une certaine méfiance de la part des pays membres de l'AES en se disant attendez, ils travaillent avec la CEDEAO, ils sont de la CEDEAO, nous on est de l'AES, on a peut-être d'autres velléités, d'autres volontés. Est-ce que ça ne peut pas créer de la méfiance et puis rendre encore une fois les Africains, les peuples africains un peu sceptiques concernant la position du Sénégal? Non, parce qu'ils ont un langage clair et le soutien. C'est-à-dire que quand ils étaient dans l'opposition, il a affirmé d'ailleurs, quand il a été dans l'opposition, il faisait partie, alors qu'en matière de règles, en tout cas internationales ou au niveau diplomatique, on se met derrière la position du Sénégal. Par exemple, du temps de Macky Sall, Ousmane Sonko avait fait un poste, on l'avait tous vu, contre l'intervention au Niger, clairement. Il a même par rapport au Mali ou, comment il s'appelle, le Burkina, pas forcément justifié, mais il avait dit c'est normal ce qui se passait. Donc c'est pour dire qu'il a toujours été constant. Et pour ceux qui étaient déçus en disant qu'il ne rejoignait pas l'AES, là aussi il avait été constant, qu'il n'y avait pas cette envie de rejoindre l'AES, mais de travailler ensemble et de coopérer ensemble. Et comme il avait dit, appartenir à la CEDEAO ne l'empêchera jamais de nouer des relations avec les autres voisins, et encore mieux, les voisins doivent être la priorité. Et vous l'avez dit plus tôt, Baba, à savoir que lorsqu'on a fait le bilan des 1 an, vous étiez un petit peu déçu par rapport à la posture qu'a pu avoir le Sénégal au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, la posture n'a pas changé, en tout cas officiellement aux yeux de tous. Donc finalement, on pointe du doigt la CEDEAO, on dit qu'elle a fait mal les choses, mais néanmoins, on y reste et on change, en tout cas pour l'instant, très peu les choses. Non, c'est pour ça que pendant 1 an, on sentait qu'il n'y avait aucune posture. Mais là, je vois clairement les positions, que ce soit de Diomaye Faye par rapport au franc CFA. Et là, ce voyage qui a été clair, et même on parle de... Après, le franc CFA, l'éco, c'est un projet CEDEAO. Donc non, mais je veux dire, en termes de leadership, parce qu'ils ont dit qu'ils sont prêts à créer leur propre monnaie, si la CEDEAO ou l'UEMOA n'y allait pas. Mais là, au niveau de Ousmane Sonko, le fait de dire clairement sa position, c'est-à-dire critique clairement, et il dit la vérité sur la CEDEAO, tout en ne disant pas qu'il va quitter la CEDEAO, c'est au moins une position assumée. Donc, en tout cas, a-t-il dit qu'il allait réformer, qu'il allait tenter de réformer la CEDEAO? C'est peut-être les mots. Il a dit de l'intérieur, oui, mais il a dit constamment de l'intérieur, on va essayer c'est même pas essayer, nous allons réformer de l'intérieur. D'accord, comment, avec qui? C'est peut-être les questions que beaucoup se posent, à savoir est-ce que vraiment ça va aller jusqu'au bout. Message d'un téléspectateur, mesdames et messieurs, c'est une visite opportune et puis le port de Dakar peut gagner beaucoup avec des importations des pays de l'AES. Vous en pensez quoi pour le coup? Je pense que vous n'êtes pas d'accord, je comprends. Alors, donc, c'est qu'on peut justement... Juste pour répondre d'abord aux commentaires. Aux téléspectateurs. Donc, c'est vrai que Ousmane Sonko, il a dit lors de cette interview que si eux, ils avaient été là, que jamais le Sénégal n'aurait accepté donc, les sanctions contre le Mali. Ça voudrait dire que les relations économiques ou commerciales entre le Mali et le Sénégal, en tout cas, n'auraient pas été atteintes par les sanctions de la CEDEAO. Donc, ça prouve bien qu'il y a cette volonté, comme il a dit, à la fois, il dit qu'en fait, l'intégration, qui est une condition sine qua non du développement, n'exclut pas l'approfondissement des relations bilatérales. Et je pense qu'il s'est dit qu'en attendant, d'ailleurs, il dit peut-être que les choses vont se recoller, peut-être maintenant, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, comme il dit, seul Dieu le sait. Mais en attendant, la volonté du pouvoir sénégalais, c'est de travailler avec tous ces peuples et tous ces pays frères de l'AES pour justement continuer à approfondir les liens. Je vous donne la parole, Monsieur Dos Santos, donc je reprends le message du téléspectateur.
Et surtout cette fameuse phrase, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. C'est une visite opportune. Et puis le port de Dakar peut gagner beaucoup avec des importations des pays de l'AES. Est-ce que voilà, c'est légitime de se poser un peu aussi cette question-là? Parce que pas mal de pays avec des ports sont passés par les pays de l'AES. Le Sénégal en fait autant. Oui, alors la question elle peut se poser, mais prêter ce genre d'intention à Ousmane Sonko, c'est vraiment le traité d'opportuniste. Et Ousmane Sonko, comme l'a dit Baba tout à l'heure, ça a toujours été quelqu'un de cohérent dans son discours. Moi, je pense profondément que cette visite, c'est pas de l'opportunisme, c'est simplement Ousmane Sonko qui veut donner corps à ce qu'il a toujours dit, qu'il est en phase avec les pays de l'AES, il condamne la posture de la CEDEAO. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, le Sénégal, c'est le fer de lance du renouveau africain. Tout ce que Ousmane Sonko dit, ce qu'ils font actuellement, c'est quelque chose qui doit être repris par les pays de la CEDEAO. Et je pense que c'est sa volonté, c'est d'influencer les autres pays de la CEDEAO à se dire, on doit être ouvert envers nos frères de l'AES, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans 10, 5 ans, 10 ans, comme a dit le professeur. Il y a les mots, il y a les actions. Maintenant, nous attendons les actions. Ensuite, autre commentaire d'un téléspectateur, personne ne pourra plus diviser les Africains comme avant. Cette nouvelle génération a les yeux ouverts. Les dirigeants de l'AES et du Sénégal et du Tchad doivent être unis et se protéger pour la libération de l'Afrique. Baba, est-ce que ça vous parle, ça? Oui, je suis complètement d'accord. C'est ça que les autres avaient, en fait, ceux qu'on considère l'impérialisme, ils avaient peur de ça au moment des élections, que si Ousmane Sonko prenait le pouvoir, il y aurait tout de suite cette alliance avec l'AES, donc il y aurait un basculement, il ne resterait que la Côte d'Ivoire et éventuellement le Gabon. Donc là, oui, le fait que c'est les mêmes objectifs, c'est pas contre, mais c'est les intérêts des peuples d'abord. Donc pour moi, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc lors de sa prise de parole devant la RTB, donc il y a une question qui a été posée concernant ses relations avec l'Occident, notamment la France, et il a beaucoup insisté sur le fait que on travaille avec tout le monde. On travaille avec tout le monde à partir du moment que tout le monde y gagne. Il a insisté dessus et il considère que c'est la façon de faire et que même s'il se rapproche de l'AES, cela ne va pas l'empêcher d'être, entre guillemets, pas aussi avec les Français, les Américains, etc. Vous pensez quoi de ces positions, M. Camara? Oui, donc, je pense qu'il a tout à fait raison en disant mais ça ne sert à rien en fait de mettre toujours en avant nos relations avec la France. Donc nos relations, il a dit, sont des relations ordinaires de coopération comme on l'a avec d'autres pays. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose que la plupart des Africains se mettent dans cette position parce que ça nous permet, comme il a dit, ça empêche de se focaliser uniquement sur un pays ou sur les relations avec un pays. Et il dit voilà, nous n'avons rien contre la France, mais voilà, en tant que partenaire, la France doit aussi prendre en compte nos intérêts. D'ailleurs, il a dit, je pense que c'est un plaidoyer quand même qui est assez important en disant il faut que les pays africains donc sortent un petit peu de cette confrontation ne serait-ce qu'un petit peu idéologique et pose des vrais actes pour vraiment recouvrer une souveraineté réelle. Et que ça passe aussi par, mais non seulement une forme de multilatéralisme, où on peut dealer avec qui on doit dealer en fonction de nos intérêts et en fonction de l'intérêt que ce partenaire peut nous apporter, sans tomber dans une espèce de paternalisme comme ce fut le cas par le passé. Donc je pense qu'il a tout à fait raison. Et il a insisté sur certains points, notamment le départ des bases françaises, en disant que souveraineté pleine retrouvée, et puis sur le fait que on doit profiter des richesses africaines. C'est le seul continent qui ne profite pas de ces richesses et le moment est arrivé, mais cela n'empêche pas de travailler avec tout le monde, entre guillemets. Bien sûr, non, mais moi je suis totalement d'accord. Ce discours d'ouverture d'Ousmane Sonko, c'est le discours que devrait avoir l'Afrique d'aujourd'hui. Il faut sortir des sentiers battus, de toujours se plaindre de la France ou de tel pays. L'Afrique doit se sentir libre de pouvoir collaborer avec n'importe qui, y compris la France. Maintenant, il faut du sang neuf, un renouveau dans ces relations-là, un assainissement de cette relation-là, que les générations actuelles vont apporter. Et ça ne va venir qu'en étant ouvert. En ayant un dialogue franc, et puis en étant ouvert, pas seulement qu'avec les pays occidentaux, mais aussi avec les pays comme l'AES, qu'on a tendance à diaboliser parfois, et à leur coller des étiquettes qui sont parfois très fausses. Bien sûr. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette première partie concernant le Burkina Faso et le Sénégal, à rapprochement clair, et notamment aussi avec les pays de l'AES. On continue avec le deuxième sujet, mesdames et messieurs, et là c'est destination la Côte d'Ivoire. Monsieur Patrick Hachi, président du congrès RHDP, vers une désignation masquée de Alassane Ouattara. On se pose la question, on regarde une vidéo et puis on revient. RHDP, le rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, s'apprête à aller en congrès le 21 juin au Parc des Expositions et le 22 juin
au stade Alassane Ouattara des BIMP. Les cadres du parti s'activent, les militants mobilisés. Alors que des pré-congrès s'organisent en prélude au grand rendez-vous, Jérôme Patrick Hachi a été désigné pour présider ces assises très attendues, aussi bien par les militants du RHDP que ceux de l'opposition. Le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République et ancien Premier ministre a été nommé ce mardi. Il sera aidé dans sa mission par le ministre Amédée Kofi Kwaku, président du comité d'organisation, et de la ministre Mariétou Koné, présidente du comité scientifique. De retour sur le plateau, professeur, on vous donne la parole, on vous écoute. Ok, alors merci Aïcha. Donc la nomination de Patrick Hachi pour présider donc le congrès du RHDP donc en juin prochain. Donc on rappelle que M. Hachi a été Premier ministre de Alassane Ouattara entre 2021 et 2023. Il est reparti un moment et ensuite il est revenu dans le giron du pouvoir et au mois de janvier en étant nommé comme conseiller spécial donc à la présidence, donc de ministre d'État conseiller spécial. Et ce retour de Patrick Hachi par rapport à sa personnalité et par rapport à son expérience, en tout cas, suscite pas mal de réactions et d'analyses. Alors nous avons décidé d'analyser ce retour, en tout cas cette nomination, à partir de 4 hypothèses. Hein. La première hypothèse étant, est-ce que cela ne confirme-t-il pas vraiment la volonté de Alassane Ouattara donc, de se présenter et que appeler quelqu'un comme Patrick Hachi, donc qu'on qualifie d'homme modéré, de courtois, qui a un sens du consensus, ne lui permettrait pas justement d'établir ce dialogue avec l'ensemble des forces politiques, donc pour apaiser les tensions qui pourraient justement être à nouveau afin que pourront monter d'un cran avec cette candidature d'Alassane Ouattara. Deuxième hypothèse, donc en cas d'élection justement plus inclusive, est-ce que son expérience, sa capacité à défendre le bilan du président et aussi son implantation locale, parce qu'on rappelle que c'est quelqu'un qui a été sur les terres de Gbagbo et qui depuis occupe ces terres en tant que président du conseil régional du Mai, donc sa région natale. Et c'est quelqu'un qui a été au PDCI, qui connaît bien le PDCI. Donc, il peut aussi ratisser beaucoup plus large, y compris dans un électorat qui serait pas simplement celui du RHDP actuel. Donc, troisième hypothèse, en cas de non-candidature d'Alassane Ouattara, est-ce qu'il s'agit de mettre en lumière quelqu'un qui lui-même pourrait éventuellement être le candidat de son parti? Et enfin, dernière hypothèse. Alors pourquoi? Parce que la troisième hypothèse, elle est un petit peu vraisemblable, parce que si c'est le cas, est-ce qu'il est judicieux de mettre quelqu'un, de le faire présider un congrès qui va l'investir lui-même comme futur candidat? Alors c'est pour ça que la quatrième hypothèse qui se dégage, de mon point de vue, c'est que en tant qu'homme de consensus, est-ce que justement le fait de lui donner cette responsabilité, c'est pas une manière d'anticiper un affaiblissement ou des dissidences qui pourraient, se poser au niveau du RHDP en cas de désignation d'une autre personne qu'Alassane Ouattara. Bien sûr. Merci beaucoup, docteur Camara. Alors, effectivement, beaucoup de flou autour de cette fameuse nomination et beaucoup d'encre et beaucoup de mots sont sortis concernant cette nomination. Alors, on va spéculer aussi sur le plateau. Alors, Babadem, je me retourne vers vous avant de passer la parole à Stéphane Dos Santos. Pour vous, c'est quoi? Alassane Ouattara a fait un coup politique ou cette nomination est tout simplement une nomination neutre? Patrick Hachi a le bon rôle pour pour mettre en place ce congrès. Selon vous, c'est quoi? Politique ou nomination neutre? Non, c'est un coup politique. Après, moi, je reste sur ma lancée parce que quand Patrick Hachi a été rappelé en tant que conseiller alors qu'il a été Premier ministre, mais quand il a été rappelé par Alassane Ouattara, tout de suite, on s'est dit, tiens, en tant que conseiller, c'est là où je me suis dit, tiens, voilà, on le met au cœur des affaires parce qu'il est le conseiller spécial du président, il connaît tous les dossiers et même mieux, lui il connaît depuis 2000 jusqu'en 2023, il a fait partie de tous les gouvernements en tant que ministre, Premier ministre, etc. Donc, et en plus c'est celui qui a le plus le consensus, c'est-à-dire qu'il parle à tout le monde, etc. Et en période de tension électorale, généralement dans les périodes de tension électorale, on va plus vers, en tout cas si c'est lui le candidat, vers une personne qui va apaiser. Et lui, c'est pas un va-t-en-guerre, c'est quelqu'un de plus apaisant. Et autre chose, c'est sûr que
c'est le candidat idéal pour moi pour Alassane Ouattara. C'est le candidat idéal pour moi. Le plus consensuel, comme consensuel, on dira. Il connaît les dossiers et puis Ouattara peut se retirer derrière, mais le pilote, entre guillemets, on fait des spéculations, mais le pilote tranquillement. Mais je vous pose la question maintenant à vous. Pourquoi Patrick Hachi et pourquoi maintenant? Moi, je pense pareil que Baba. Patrick Hachi, c'est quelqu'un qui avait quitté un peu cette vie-là depuis 2023. On le rappelle à un moment quand même stratégique, à presque 10 mois des élections, parce que c'était au mois de janvier qu'il est devenu conseiller du coup spécial d'Alassane Ouattara. Moi, je pense que Ouattara l'a fait venir dans l'idée un peu de mettre le ménage dans un contexte de tension au sein du paysage politique ivoirien, en vue d'assurer ses arrières d'un point de vue politique. Alors, est-ce que c'est pour préparer une prochaine élection, du moins une présentation d'Alassane Ouattara? La question se pose, mais moi je vois en lui par contre un candidat idéal du camp Ouattara, de manière à ce que, voilà, même si Ouattara se retirait, qu'il y ait quand même son ombre quelque part. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Docteur disait plutôt organiser un congrès qui va l'investir. Oui, pour vous êtes sceptique. Oui, moi je pense que c'est peu vraisemblable parce que, voilà, même si on est en Afrique, et que je ne dis pas qu'en Afrique on fait n'importe quoi, mais voilà, en tout cas, dans sa position, beaucoup de gens seraient mal à l'aise de présider un congrès qui va, en tout cas, à moins qu'il ne soit pas dans les, on va dire, dans les secrets des dieux, mais voilà, pour moi, c'est peut-être, si Ouattara n'est pas candidat, c'est probablement un autre candidat du RHDP que lui, et justement sa personnalité fait que on sait qu'il peut gérer la situation et éviter qu'il y ait un éclatement du RHDP. Ça, moi, je reste. Pour vous, c'est simplement une fonction logistique, c'est-à-dire que c'est l'organisateur, il va faire bien les choses, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est qu'il va être capable, soit si Ouattara est candidat, il va pouvoir apaiser les choses, donc avec la classe politique ivoirienne, parce qu'il parle avec tout le monde. Et si Ouattara n'est pas candidat et que c'est quelqu'un d'autre qui est désigné candidat, il va pouvoir gérer la maison, voilà, pour justement éviter que les RHDP ne s'affaiblissent et que ne perdent en face de n'importe quel autre candidat de l'opposition. Donc pour Baba et Stéphane, donc selon vous, aujourd'hui, Patrick Hachi a le profil idéal pour les élections en 2025 ? Moi, je pense côté RHDP, oui. Oui, parce qu'il a cette faculté-là. Il a été au PDCI avant, il ratisse très large. Donc pour moi, il a vraiment... il fait office de bon élève, en tout cas, de personne idéale côté RHDP pour moi, pour être aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle au Côte d'Ivoire. Oui, et puis je rajouterais, n'oublions pas qu'il a été très longtemps le ministre des Infrastructures. Oui. Donc le bilan, là où le RHDP dit c'est le bilan matériel de Alassane Ouattara, donc lui qui a été qui est l'homme des œuvres, en tout cas des infrastructures, il pourra défendre ça tranquillement. Et autre chose, comme c'est une personne calme, si jamais on part sur un scénario où on va inclure tout le monde et que vous avez une personne aussi calme, apaisant, c'est difficile pour les autres personnes d'aller critiquer, en tout cas d'affûter leurs armes, ça va être compliqué de l'attaquer vraiment. Et lui, il aura juste le bilan, parce que tout le monde parle du bilan positif, donc il pourra parler de ça et laisser l'opposition, en sachant que s'ils sont inclus, il y aura les égos, ils vont se diviser entre eux. Parlons de l'opposition interne, tout simplement, parce que est-ce que le RHDP peut accepter une candidature comme ça, un petit peu propulsée par le président? Il y a peut-être d'autres candidats qui ont des velléités d'aller au présidentiel en 2025. Sauf que Ouattara est aux commandes. Oui. Donc, voilà. Quand il est aux commandes et qu'il dit, ils vont suivre. Oui, non, mais moi je suis d'accord. Ouattara reste le grand patron. Et comme l'a dit... Donc quand Ouattara dit, on doit faire. Bien sûr, ça c'est même pas à prouver. Et puis comme l'a si bien dit Baba tout à l'heure, aujourd'hui M. Hachi, il a une crédibilité qui est constituée de par son parcours et de par sa personnalité qui font de lui aujourd'hui quelqu'un de crédible. Donc je vois pas comment les choses pourraient se faire autrement. Donc vous êtes d'accord avec eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres profils qui pourraient éventuellement briguer donc, la candidature pour l'élection présidentielle? Moi, à la base, le Congrès sert à ça. Alors moi, je ne crois pas trop à l'hypothèse de Baba. Pourquoi? Parce que, en tout cas, de mon point de vue, si vraiment on voulait le mettre en avant là, pour qu'il soit investi comme candidat du RHDP, est-ce que vraiment faire présider le Congrès, où justement cette fonction est beaucoup plus perçue comme une fonction logistique,
hein, et non une fonction stratégique, puisqu'il semblerait qu'il y ait une séparation entre justement l'aspect stratégique, donc qui est confié à d'autres personnalités, et l'aspect logistique. Est-ce que c'est vraiment, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est judicieux comme nomination? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre en avant autrement? Non, mais justement, depuis quand le président d'un congrès en termes d'organisation est nommé sur la place médiatique un mois avant, là il est devant, alors que généralement un coordinateur président d'un congrès, c'est la veille, on dit rapidement le congrès va être présidé par tel pour l'organisation, mais là c'est un mois en avant, on ne connaît même pas les autres présidents des congrès, donc c'est juste pour dire, pour moi c'est, on le met, et on laisse, c'est les bouées qu'on envoie pour voir l'opinion, etc. Et là, nous-mêmes, on en parle ici. Alors que d'habitude, un président de congrès, je réitère mes questions. Selon vous, Baba, Stéphane, Alassane Ouattara ne se présentera pas aux élections présidentielles en octobre 2025 et Patrick Hachi est, entre guillemets, officiellement le candidat choisi par le président, selon vous? Le scénario? Selon moi, oui. Et là, sa nomination un mois avant le congrès, c'est vraiment pour épingler le personnage et montrer que ça va être lui. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Effectivement, il y a une visibilité qui va lui être donnée. Il va pouvoir faire cela avec brio. C'est 60 000 personnes qui vont être réunies, etc. Et les critiques ont commencé aussi contre lui en disant qu'il n'a pas de poigne, etc. On commence à sortir des petites casseroles sur lui. Donc, c'est pour dire que c'est l'homme qui est dangereux. C'est pour dire que c'est peut-être l'homme qui est dangereux aujourd'hui, mais est-ce que ça sera la décision finale? Est-ce que Ouattara ne va pas se présenter? Parce qu'encore, il y a une franche partie des Ivoiriens qui considèrent qu'Alassane Ouattara sera le candidat du RHDP. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres arguments qui peuvent finalement nous amener à soutenir cette hypothèse, parce qu'on s'est dit, par exemple, le fait qu'il ait eu, alors je ne dirais pas une traversée de désert, c'est-à-dire que le fait qu'il a été un peu écarté, et qu'il soit revenu maintenant, ok, mais ça va été vu comme une sanction. Et le fait qu'il n'a jamais pris position contre Ouattara malgré tout, qui fait partie des personnes en qui Ouattara a confiance, et que on avait dit que peut-être une des craintes de Ouattara d'ailleurs qui expliquerait un petit peu son hésitation à savoir s'il se présentait ou s'il ne se présentait pas, c'est qu'il s'est dit que s'il y a une vraie alternance politique en Côte d'Ivoire, et que certains des ténors de l'opposition venaient à être élus à sa place, que peut-être qu'il pourrait avoir un règlement de compte, notamment si c'est M. Gbagbo. Est-ce que dire je vais parier sur quelqu'un qui dans tous les cas ne se retournera jamais contre moi, ça peut aussi soutenir cette hypothèse. Après, on va reprendre quand même les propos du président Alassane Ouattara qui disait il y a quelques mois ou quelques années comme quoi il fallait passer le témoin à la jeunesse. Monsieur Hachi a bientôt 70 ans. Donc, est-ce que c'est un choix judicieux? Est-ce qu'on finalement on parle mais on ne fait pas ce qu'on dit? Oui, pour moi on parle mais on ne fait pas ce qu'on dit. Après, il reste jeune, relativement jeune par rapport à Monsieur Ouattara qui a plus de 65 ans. C'est vrai, mais quand on parle de la jeunesse, normalement c'est pas 69 ans à l'âge de Monsieur Hachi. Et puis on sait que la Côte d'Ivoire, ils ont cette culture-là d'avoir des dirigeants toujours très âgés. Donc pour moi c'est juste des mots. Donc, alors, pour vous, les Adama Bictogo, les Téné Birahima Ouattara, donc alias photocopie, ne sont pas des candidats idéaux éventuellement pour remplacer Alassane Ouattara. Non, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il n'y a pas de débat même. Si. En fait, moi, je verrais plus ils vont mettre plus une Dream Team en gros. Bictogo dedans. Enfin, on rappelle le président de l'Assemblée nationale. Voilà, le président de l'Assemblée nationale. Qui connaît le système, bien entré, mais qui divise un peu. Je pense qu'ils vont venir avec une équipe, au lieu d'un candidat face au peuple, en sachant que c'est l'héritage de Alassane Ouattara. Donc, ça va être pas mal. En tout cas, s'ils adoptent cette stratégie, ça peut être pas mal du tout. Et finalement, ça suit un petit peu le plan que vous aviez pensé depuis quelques mois. D'ailleurs, il le dit lui-même quand on lui dit qu'il est une personne présidentiable. Lui-même, en général, il réagit en disant que lui, en fait, il voit les choses. Monsieur Hachi, il se voit plutôt être membre d'une équipe que de croire en un destin providentiel personnel. Donc peut-être que. Et c'est ce qu'on lui reproche à M. Hachi, à savoir est-ce que c'est l'homme de poigne, est-ce qu'il est déterminé, est-ce qu'il veut vraiment être président de la République? Sauf que RHDP, vous voyez bien, aucun candidat potentiel n'a osé même dire je pense être candidat.
Donc, ils sont parce que le chef n'a pas dit ici, il n'ose pas. Parce que si tu dis ça et que le chef est vraiment candidat, tu es vraiment foutu. C'est ça aussi, Baba. Mais moi, je suis d'accord aussi avec une chose, c'est que c'est vrai que le fait qu'il y ait un vice-président en Côte d'Ivoire, puisque actuellement il y a, peut-être ça peut aussi rendre plausible l'hypothèse d'un duo, comme Baba l'avait dit ici, qui pourrait porter la candidature du RHDP. Donc pour clôturer ici sur le plateau, et on lance les pronostics, surtout voilà. Qui, selon vous, sera candidat pour le RHDP? Ouattara, M. Hachi ou quelqu'un d'autre? M. Hachi. Moi, M. Hachi ou quelqu'un d'autre, mais je ne vois pas Ouattara se présenter. Moi, je vois Ouattara. Je persiste, je pense que je vois Ouattara. En tout cas, les jeux sont lancés, mesdames et messieurs. On reviendra incessamment sous peu pour voir ce qu'il se passe au sein du RHDP. Allez, on poursuit avec le dernier sujet, destination le Mali et l'ONU, qui demande le retour des partis politiques, défense de la démocratie ou tout simplement ingérence. Allez, on regarde une vidéo et puis on revient. Au Mali, l'Organisation des Nations Unies ONU a lancé un appel solennel en demandant aux autorités de rétablir les partis politiques. La demande a été spécifiquement adressée par le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk. Le président de la transition doit abroger ce décret draconien et toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière de droits humains, a-t-il laissé entendre. Il a également appelé les autorités à ne pas prolonger indéfiniment la transition et à publier sans délai un calendrier électoral clair. Rappelons que les autorités maliennes ont dissous il y a quelques jours les activités des partis et associations à caractère politique. Ceci pour des raisons d'ordre public. Notons également qu'il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, lors de la conférence ministérielle des Nations Unies sur les opérations de paix tenue à Berlin, en Allemagne, a dénoncé l'instrumentalisation de l'ONU et de ses missions en Afrique. De retour sur le plateau destination le Mali avec Baba Deme. Oui, alors la récente exigence de l'ONU demandant au Mali d'abroger le décret dissolvant tous les partis politiques a provoqué forcément un vif débat tant à l'intérieur qu'au sein de la communauté internationale. Alors, pour comprendre, on va prendre 3 éléments de cette décision. Premièrement, l'ONU considère que c'est un décret draconien et ses conséquences donc, sur la démocratie malienne. Le 13 mai 2025, le régime de transition a dissous tous les partis politiques. Donc une mesure qualifiée de draconienne et contraire aux engagements internationaux du pays par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette décision marque un tournant dans la vie politique malienne, réduisant pour eux fortement l'espace civique, muselant l'opposition et mettant en péril la liberté d'association. Ça, c'est le décret par rapport à ce que dit l'ONU. Deuxièmement, les effets de la pression onusienne. Est-ce qu'on va vers un isolement international et une contestation interne? La demande de l'ONU, si elle n'a pas encore infléchi la position du régime de transition, exerce une pression diplomatique et morale importante. Elle veut renforcer la légitimité des opposants et encourager la société civile en témoignant les recours déposés devant la justice malienne. Donc sur le plan international, cette position de l'ONU peut accentuer l'isolement du Mali, alors déjà sous tension. Et troisièmement, peut-on parler d'ingérence ou défense des droits? La question de l'ingérence se pose. L'ONU outrepasse-t-elle ses prérogatives en exigeant l'abrogation du décret? Pour Bamako, il s'agit d'une affaire de souveraineté nationale justifiée par leur volonté de refonder la vie politique. Mais pour l'ONU, il s'agit de rappeler au Mali ses obligations internationales en matière de droits humains et de démocratie, obligations librement consenties par l'État malien. Merci beaucoup, Baba Deme. Je me retourne vers vous, Stéphane Dos Santos. Pourquoi l'ONU s'inquiète-t-elle? L'ONU s'inquiète parce qu'il faut savoir que le multipartisme, c'est quand même la caractéristique dans un régime politique où la liberté est assurée. Et lorsqu'on fait en sorte qu'il n'y ait plus de multipartisme, on met cette liberté-là en danger. Donc moi, je comprends les inquiétudes de l'ONU à ce niveau-là. J'ai cru comprendre que le régime malien avait pris cette décision en vue de préserver l'unité nationale dans un contexte de crise sécuritaire. Mais je trouve qu'il y a d'autres moyens de maintenir cette unité nationale que de supprimer les partis politiques. En faisant ça, le Mali, qui est déjà malheureusement beaucoup catalogué de manière négative, donne des arguments
à ceux qui discréditent le Mali de encore le discréditer davantage. Donc moi, je pense que c'est une très mauvaise décision. En discutant avec pas mal de personnes, j'ai cru comprendre que ce n'était pas une décision qui serait fixe, c'est le temps de refonder un peu les soubassements de la vie politique, mais dans ce cas-là, il faut être clair dans sa communication. Il faut faire comprendre que ce n'est pas une dissolution, c'est une refonte des choses en interne et que la situation va évoluer. Mais ce n'est pas le message qui a été fait passer au monde. Mais ça reste quand même une dissolution. Ça reste une dissolution. Une dissolution pour une refondation. C'est bien ça, Baba? Oui, une dissolution pour une refondation. En tout cas, c'est ce qui a été dit, parce qu'ils ont parlé après de réformer, alors qu'ils auraient pu se limiter, dissolution, nous ne parlons plus de parti politique, sans donner d'autres éléments. Donc là, c'est vraiment il y aura une refondation derrière. Donc, dissolution, si on veut, le mot est un peu fort, c'est de la dissolution, mais pour vraiment assainir, pour moi, le côté politique. Moi, juste pour répondre à Baba, alors dans ce cas-là, c'est là où je parle d'un problème peut-être de communication. Moi, j'aurais pas parlé de dissolution, j'aurais parlé de refonte, déjà, et j'aurais donné un temps. Est-ce qu'on a donné un temps? Est-ce qu'on a dit que c'est pendant 1 an, c'est pendant 2 ans? Et je pense que ce manque de clarté joue en la défaveur du Mali, et je pense que c'est pour ça que les Nations Unies sont intervenues. Inquiétude fondée ou un peu exagérée par rapport à ce que fait l'ONU et la demande qu'elle fait? Alors, je pense que l'ONU est un peu dans son rôle en tant qu'organisation internationale qui est là aussi pour défendre les droits des peuples et puis leur liberté, que l'ONU dise, voilà, face à une situation qui inquiète du point de vue pas seulement des droits de l'homme, mais de la liberté d'expression, que l'ONU puisse, en tout cas, tente, en tout cas, de mettre une pression sur les autorités. Une pression limitée, parce que pour le coup, aujourd'hui, c'est juste un rappel à l'ordre, à savoir... Exactement. Mais moi, je pense que le problème, malheureusement, ce type d'intervention ou de réaction de l'ONU risque justement d'aboutir à l'effet recherché, à l'effet au contraire de ce qu'on recherche. Pourquoi? Parce qu'on sait que de façon générale, les autorités de la transition au Mali, pas seulement, mais en tout cas dans les pays de l'Est, sont en tout cas dans une optique où pour eux, l'expression de leur souveraineté consiste justement à ne pas réagir face aux injonctions des organisations internationales qui sont perçues comme étant des organisations qui font toujours du 2 poids 2 mesures. Voilà, on sait toutes les relations qu'il y a eu entre la transition et l'ONU, notamment par rapport à la question des droits de l'homme. Ça fait beaucoup parler lorsque la force onusienne était présente sur le territoire malien. Donc ça risque, mais en tout cas, moi, ce que je veux rappeler, c'est que même si l'ONU n'avait pas fait cette intervention, dans tous les cas, les hommes politiques maliens, qu'on n'appelle pas, faut qu'on appelle les opposants, mais moi je pense que c'est un petit peu, le mot n'est pas très bien choisi. En tout cas, les hommes politiques maliens ont décidé de résister, de faire un combat judiciaire eux-mêmes en restant dans la légalité. Donc il y a eu des procédures judiciaires qui ont été lancées contre ce décret présidentiel qui dissout les partis politiques, parce qu'il s'agit bien d'une dissolution, surtout qu'à la suite de la dissolution, la communication qu'il y a eu a consisté justement à dire donc aux Maliens, attention, maintenant toute personne qui se serait réunie pour un motif politique ou qui aurait organisé, y compris dans son domicile, une réunion à caractère politique, est passible de poursuite. Donc on est obligé de dire, attention, dans ce cas-là, les libertés sont en danger, notamment la liberté de s'associer, etc. Donc, et les hommes politiques maliens ont bien compris le message, et d'ailleurs, lorsqu'ils ont saisi la justice, ils ne l'ont pas fait en tant que parti politique, puisque les partis politiques n'existent pas, donc ils respectent la légalité. Je pense que, voilà, le problème au Mali, c'est que tout le monde, en quelque sorte, reconnaît de fait la légitimité de Assimi Goïta aujourd'hui. Et même les gens, lorsqu'ils veulent, ils ne sont pas contre une décision, mais ils veulent contester cette décision dans le respect de la loi. Donc eux ils disent, voilà, nous on respecte la constitution malienne, c'est vous-même qui avez fait voter cette constitution en 2023, et cette constitution reconnaît le multipartisme, donc on ne peut pas d'un trait, avec un décret présidentiel, dissoudre les partis politiques, même si évidemment, comme dit Baba, il y a l'idée derrière de faire une refonte. D'ailleurs on avait dit ici il y a quelque temps, les partis politiques eux-mêmes étaient d'accord pour cette refonte, mais le fait qu'ils n'aient pas été associés
et donc à ce mécanisme-là, donc explique tout cela. D'accord. Donc je prends un message d'un téléspectateur. On a beaucoup de messages de ce type. Assimi Goïta a raison. Les partis politiques créent le désordre tandis que le Mali a besoin de l'unité. Le pays est en guerre. Quand la paix revient dans le pays, on peut faire revenir les partis politiques, mais pour l'instant, non. Baba, vous en pensez quoi? Est-ce que les autorités maliennes ont-elles raison de recentrer le jeu politique? Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce soit les partis politiques, on peut parler aussi, on peut rajouter des activistes. Le problème, c'est que créer comment on dit, des fake news ou alors influencer, parce qu'on les voit monter, hein, il y a beaucoup d'activistes aussi qui disent, par exemple, juste des questions militaires, des attaques, en tout cas, des attaques militaires ou des tactiques militaires, ils se sentent obligés soit de dévoiler ça sur la place publique, et ça ne permet pas d'avoir cette cohésion d'ensemble. Donc, mais pour revenir juste au niveau de l'ONU, le mot qui choque, et je reviens sur le mot communication, c'est exiger. Vous exigez quoi en fait? C'est-à-dire vous êtes l'organisation par essence la plus diplomatique. Mais utilisez d'autres mots. J'exige que vous abrogez. Ça pour moi, c'est de l'ingérence, mais de l'ingérence très mal placée. Parce que dans ce cas, ils n'ont qu'à dire aux Israéliens par rapport à ce qui se passe à Gaza, aux États-Unis par rapport à tout ce qu'ils... Mais on les voit impuissants et ils se permettent, parce que c'est le Mali, de dire « j'exige que vous abrogez ». Donc c'est ça qui ne passe pas, et donc ils ne sont pas pour moi dans leur rôle dans cette situation. Je vais enchaîner avec une autre question pour vous. Baba, peut-on refonder un État sans parti politique? Absolument, absolument. Là on est dans une transition en guerre contre le djihadisme ou le terrorisme. Pendant 5 ans, on va parler avec les partis, éventuellement les partis politiques, mettre en place les critères, et on peut le faire sans... Là on a besoin juste d'une cohésion nationale face à l'impérialisme, c'est ce qu'ils disent, face à la défense du territoire et face à pouvoir se réapproprier leurs richesses. S'il n'y a pas une cohésion nationale là-dessus, alors là... Donc pour vous, Baba, les partis politiques mettent à mal l'unité nationale? 399 partis. S'ils étaient 5, là j'aurais dit, c'est exagéré. Mais 399 partis ou 299, pour moi, ça met en mal l'unité. D'autant plus que, vous avez vu, Choguel Maïga en avait parlé d'ailleurs, qu'il y avait des partis politiques qui étaient créés spécialement pour le régime en place. Il y a d'autres partis politiques qui, soi-disant, ont des ramifications avec l'extérieur pour déstabiliser le... Donc, bref, il fallait faire un assainissement et refonder pour moi. Stéphane Dos Santos, vous insistez sur la communication. On peut avoir un plan, mais il faut communiquer correctement pour inclure, pour que personne ne puisse se sentir exclu. Bien évidemment. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie vraiment de souligner. Cette décision qui a été prise, il faut savoir qu'en 2024, il y avait une décision similaire, d'avril à juillet 2024. Qu'est-ce qui a fait qu'on a arrêté ça? Les partis politiques ont repris leur activité, et là, on les restoppe encore. Moi, je pense que dans un souci de cohérence, le régime malien, s'ils avaient cette idée-là de mettre de l'ordre dans la vie politique pour éviter qu'il y ait des ingérences et tout ça, il fallait dès le début mettre les gens au clair et se dire que voilà, pendant 5 ans, on restreint les partis politiques, on se concentre sur les défis sécuritaires qu'on a, et puis la vie reprend son cours. Parce que après, la situation peut évoluer et a dû évoluer. Donc, est-ce que... Parce que pour moi, Madame Konaté, il n'y a pas de vie politique sans diversité de partis politiques. Sinon, ça devient... Dans un contexte normal. Oui, peu importe. Mais c'est la question, c'est-à-dire que le Mali a rétorqué en disant que nous sommes dans une situation exceptionnelle, à savoir dans un état de guerre, il y a du terrorisme, le pays est en guerre. Est-ce qu'un pays en guerre peut finalement se comporter comme un pays où tout va bien? Et c'est vraiment la question qui fait que beaucoup d'avis divergent. Oui, mais Aïcha, justement, moi je ne suis pas du tout d'accord avec Baba, parce que justement, même si la situation sécuritaire aujourd'hui est ce qu'elle est, donc tout le monde en est conscient, ça fait 5 ans que cette transition est ici, et pendant ces 5 ans, personne n'est descendu dans la rue pour exiger le départ des militaires. Parce que les gens comprennent bien que la situation et plusieurs hommes politiques sont aussi lucides pour dire qu'on ne demande pas des élections, mais on demande qu'on nous laisse exister en tant que parti politique, en tant qu'expression de la volonté du peuple, parce qu'on peut aussi accompagner la transition en tant que politique. On peut accompagner la transition en ayant
un discours un petit peu critique. Vous pensez quoi que les autorités maliennes ont été trop radicales? Elles ont été trop radicales. Pourquoi? Et le fait... Non, mais elles ont pas... Parce que Baba, contrairement à ce que Baba prétend, alors même s'il y a un ou deux hommes politiques qui, ces derniers temps, se sont exprimés ou ont été perçus, ou même perçus comme des mauvais patriotes, Baba, aucun parti politique n'a sémé le désordre au Mali. Ça, je m'inscris en faux contre cet argument-là. Aucun parti politique, mais je suis sûr. Je suis certain. D'accord. Je suis certain. Pourquoi j'ai dit ça? Même si, évidemment, il y a toujours des personnes. Non, mais quand j'ai dit certain, enfin, je veux dire qu'il faut être Dieu pour être certain de tout. Non, mais j'ai dit. Alors, dans ce cas-là, il y a une justice au Mali. Il y a une justice au Mali. Et cette justice, elle est là pour juger toutes les personnes qui seront susceptibles de vouloir déstabiliser le pays. Ça, il y a aucun problème là-dessus. On a une constitution, on a une justice qui est là, et donc on n'a pas besoin justement de museler les partis politiques, ou en tout cas de dissoudre les partis politiques pour être garanti d'une stabilité. Ça, vraiment, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. Vous souhaitez réagir? Oui, bien sûr. Moi, je disais, comme je disais tout à l'heure, je pense que cette dissolution des partis politiques, même si on dit qu'elle est temporaire, on pouvait mieux gérer la situation. Moi, j'aurais vu quelque chose comme une sorte de pause. De pause, éventuellement. Voilà, éventuellement. Et puis, dire aux partis politiques, on est malien avant tout, avant les divergences politiques, on a face à nous un défi. Pourquoi pas avoir un conseil de partis politiques qui viendrait ravitailler en matière d'idées le régime qui est au pouvoir actuellement pour combattre. Et ensuite, une fois qu'on aura affronté ce défi-là, on aura gagné. Juste remettre la vie politique en ordre. Maintenant, juste le fait qu'il soit passé par la CNT, c'est-à-dire et les forces vives, c'est pas de. Non. C'est pas les Maliens. C'est pas des Maliens qui ont. Mais puisque pour vous, donc la meilleure des manières pour moi, ça aurait été par exemple d'organiser un référendum. Oui. Voilà. Alors, c'est représentatif de la population, justement, à grande échelle. Cela est d'autant plus un petit peu regrettable que la transition a été accompagnée par beaucoup de partis politiques. Quand il y a eu les assises nationales, beaucoup de partis politiques ont participé. Quand il y a eu le dialogue, on a dit que les partis politiques ne devraient pas se mêler. Les partis politiques se sont tenus à l'écart. Quand on a suspendu les activités des partis politiques, donc comme vous le dites, M. Dos Santos, en 2024, personne n'a rien dit, les partis politiques ont respecté la décision. Quand la sanction a été levée, les gens ont continué à faire leurs activités. Donc maintenant, comme moi je suis d'accord, on aurait pu dire, bon voilà, on se donne une période transitoire. Pendant cette période, on va travailler pour refonder, enfin pour recréer tous les critères, etc. Et ensuite, voilà, mais le fait de... Donc pour vous, le problème, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que les partis politiques ont considéré qu'ils ont été mis de côté, qu'ils n'ont pas été consultés, qu'ils n'ont pas été inclus dans la gestion du pays. Tout à fait, tout à fait. Ils considèrent que c'est une volonté de pérenniser la transition, et que cette volonté de pérenniser la transition pousse aujourd'hui les autorités de la transition à museler les hommes politiques, et c'est ce qui est regrettable. Mais par contre, les autorités disent le contraire. Oui, voilà. La charte de l'ANR de 2021, oui. Ce n'est pas les partis politiques qui ont fait ça? Oui, mais les partis... Et dans la charte, on ne parle pas de dissolution? Oui, mais c'est un tribunal qui devait décider si un parti devait être dissous parce que le parti en question n'a pas respecté la loi. Donc, personne ne dit, si demain on nous disait, voilà, on prend la loi, y compris avant même d'abroger le décret de la loi de 2005 qui régissait les principes de fonctionnement des partis politiques, en disant, on prend cette loi, aujourd'hui on se rend compte que la plupart des 300 partis ne respectent pas les critères. Voilà. Non, mais peu importe. Parce que dans beaucoup de pays, y compris dans les pays démocratiques, le nombre de partis, en réalité, est beaucoup plus important que les partis qui sont visibles. D'accord? Donc les gens peuvent demain, on pouvait dire aux gens, associez-vous, regroupez-vous en groupement de partis, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une certaine diversité. Est-ce que c'est pas ça la dissolution? Voilà. Et ça, ce n'est pas ça la dissolution. Ça, c'est une réorganisation. C'est pas la dissolution. Je vais vous prendre un exemple. La République démocratique du Congo, elle vit aujourd'hui, en termes de chiffres, ce qu'il y a de pire. Okay. Mais on a vu aussi, si on prend le cas du Congo, mais l'opposition congolaise existe toujours. Oui, mais voilà. On a demandé l'union nationale. Mais attendez, on a demandé, vous avez bien dit, on a demandé l'union nationale. On n'a pas dissous les partis. Non, mais je ne sais pas si on se comprend. Et on a vu ce que ça a amené. En Afrique, je ne pense pas que, même si c'est vrai que c'est un défi important, il y a d'autres pays africains qui ont été confrontés à pas mal de défis.
On parle même pas de l'Afrique, là on parle du monde, c'est-à-dire que bien sûr. Le Mali n'est pas un cas exceptionnel, il y a d'autres pays qui se sont comportés de la même manière. Je me rappelle rarement, à part dans des cas où c'était vraiment un régime totalitaire, autoritaire, une dictature, mais d'un pays où on ne se présente pas comme étant des dictateurs et on dissout les partis politiques. Donc c'est là où il y a un problème. Et moi, comme beaucoup qui avons beaucoup de sympathie pour les pays de l'AES, se mettre dans cette posture-là, vous voyez, ça attire du discrédit. Voilà. Et c'est ce qu'il ne faudrait pas pour le régime malien aujourd'hui, parce que c'est un régime qui se bat, qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. Oui. Aïcha, moi je voudrais justement rajouter en tant que Baba pour dire que même les partis, même les pouvoirs qui ont existé avant le multipartisme en Afrique ne pouvaient pas fonctionner sans parti. Évidemment, c'était des partis uniques constitutionnels. Voilà. Moussa Traoré, justement, pour normaliser la vie politique au Mali, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait son coup d'État en 68, en 79, il a créé l'UDPM, l'Union démocratique du peuple malien, où c'était justement un parti politique, un parti unique constitutionnel, mais où au moins les gens étaient élus, et constitués donc la chambre de délibération des décisions qui étaient prises. Donc si on veut qu'il y ait une séparation, si on veut qu'il y ait une continuité dans la séparation du pouvoir, y compris au Mali, notamment si on veut que la justice soit une justice indépendante, qui puisse rendre compte, vous voyez, parce que quand la justice est rendue, elle est rendue au nom du peuple. Qui sont les représentants du peuple? Comment on va désigner les représentants du peuple qui vont justement légiférer s'il n'y a pas de parti politique? Moi, je pense que c'est un petit peu une illusion de croire qu'un pays puisse fonctionner sans parti politique. Par contre, à décharge, j'ai envie de dire, moi je comprends, comme Baba l'a mis en lumière avant, qu'il y ait une sorte de désordre, qu'il y ait trop de partis politiques. Voilà. Qu'on garde les partis politiques qui sont là. Mais comment on fait pour garder, pour faire le choix en objet les critères, faire en sorte que les partis politiques répondent à certains critères. D'accord. Voilà. Ça, je suis totalement d'accord, parce que, comme on dit, si chacun fait ses règles, tout se dérègle. Donc, à un moment donné, mettre en place des règles claires, transparentes. Là, je suis d'accord, mais on peut arriver à ça sans les dissoudre. Oui, mais Stéphane, on a déjà discuté ici. Mais on va perdre la loi qui a été abrogée. Si on regarde cette loi, tout y est dedans. La loi de 2005, sauf que la plupart des partis politiques déjà ne répondaient pas aux critères que cette loi imposait pour exister. Le fait d'avoir donc il fallait quoi? Il fallait l'appliquer? Mais il fallait appliquer. Donc il fallait mettre un organisme de contrôle public qui justement applique la loi, rien que la loi. Et beaucoup de partis auraient disparu Finalement, est-ce que la loi était adaptée? Est-ce qu'elle n'a pas été abrogée parce qu'elle n'était pas adaptée et non respectée? Non, parce que la loi n'était pas respectée. Moi, je pense que c'est un problème de respect. Non, la loi n'était pas appliquée. Elle n'était pas appliquée. Pourquoi? Parce que l'organisme qui est chargé d'appliquer la loi ne faisait pas son travail. S'il faisait son travail, eh bien, beaucoup de partis auraient cessé d'exister parce que soit ils n'ont pas d'élus, soit ils n'ont pas de siège, soit ils n'ont pas d'existence réelle à travers des activités politiques qu'ils organisent. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Parce que finalement, quand on vous écoute, on tourne un petit peu en rond. Finalement, vous dites la même chose sans dire la même chose. Il faut limiter, mais sans dissoudre, il faut, etc., etc. On a l'impression que, en tout cas, on est tous d'accord qu'il faut une réorganisation concernant la vie politique malienne, et notamment l'inclusion. Vous parlez de l'inclusion, à savoir inclure éventuellement ces partis politiques, enfin ces anciens partis politiques dans la construction donc de ce nouveau Mali. Après, il y a comme un point sur lequel il faut revenir, c'est-à-dire que les décisions ont été prises sur la base des retours des forces vives, c'est-à-dire qu'il y a une consultation nationale qui fait que finalement les autorités ont des arguments nécessaires pour dire que c'est le peuple qui demande. Donc pour nous qui sommes de l'extérieur, comment on peut finalement balayer cet argument-là? Aïssa, moi c'est là, parce que le cas du Mali est quand même assez spécifique. Pourquoi? Peut-être à la différence d'autres pays de la sous-région, on sait que le multipartisme au Mali a été obtenu dans la douleur. Et il y a beaucoup de Maliens qui sont morts, qui ont encore les séquelles pour ceux qui ont survécu donc à la répression qu'il y a eu en 1991 pour qu'il y ait le multipartisme. Les gens ne comprennent pas. Même si on comprend, même s'il y a vraiment nécessité de rationaliser, on ne comprenne pas une telle décision. Tout simplement, c'est comme si, qu'est-ce qu'on fait de la mémoire de toutes ces personnes-là? Donc, c'est-à-dire qu'ils seront, est-ce que ces personnes seraient mortes pour rien? Ces personnes, est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont? Non, mais Baba, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que nous sommes au terme de l'émission. C'est vrai que, encore une fois, j'ai pas lu les messages que nous avons des téléspectateurs. Mais malheureusement, quand je lis les messages, c'est peut-être pas la réalité, il y a beaucoup de téléspectateurs qui disent « Ok, on est d'accord sur le fait qu'il faut balayer, qu'il faut refonder.
C'est pour ça que moi je pense qu'il faut peut-être clarifier un petit peu la situation. Tout à fait. Parce que beaucoup demandent Mais la dissolution, demandent beaucoup la refondation. Et on refonde. Au moins c'est clair. Mais si on commence à parler, charter, on va perdre. Donc il y a peut-être un problème de On a une communication. priorité, bah oui. Et peut-être qu'il faudrait éventuellement se poser, s'asseoir et rediscuter les choses. C'est ce que veulent les partis politiques. Parce que le problème, c'est que dans la refondation prévue, on a décidé d'exclure les hommes politiques. Donc, en disant, le ministre l'a bien dit, on va refonder les partis, on va réécrire la charte, mais on va le faire sans les hommes politiques. Parce qu'il faut qu'au Mali et en Afrique, non, moi je pense qu'au Mali, il faut qu'on sorte de ce, pas qu'au Mali, mais que dans les pays de l'AES, il faut qu'on sorte de cette posture qui consiste à mettre l'opprobre sur tous les hommes politiques. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques sincères, d'accord, qui veulent bien construire leur pays, qui sont aussi patriotes que la plupart des gens aujourd'hui qui dirigent le pays. Et c'est important de le dire effectivement sur le plateau de l'Afrique dans tous ces États. Qui ne s'inquiètent pas, que ça va, quoi qu'il en soit, ça ira. Pour moi, les grands partis n'ont même pas à s'inquiéter. Eux, au moins les 5 premiers, ils n'ont pas. En tout cas, vous êtes d'accord sur ce point-là, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de cette émission L'Afrique dans tous ses États. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous, cher Stéphane Dos Santos. Merci à vous, cher Baba, ainsi que Dr Camara. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.